Salut à tous. Si vous avez ouvert cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà l'histoire de la base secrète du Mont Bucetj en Roumanie, que vous y intéressez et que vous voulez en savoir plus. Mon but ici n'est donc pas de vous en détailler les faits, chacun pourra s'en informer sur le net. Ce que je vous propose ici, c'est de tenter de localiser cette base avec les quelques données que nous sommes en mesure de posséder. Ainsi, à la fin de cette recherche, nous serons peut-être plus en mesure d'accorder ou non du crédit à cette affaire. Nous allons donc nous rendre sur place avec les outils informatiques que vous connaissez sûrement et mener notre enquête. Bon voyage. Comme vous pouvez le constater, la montagne est massive et imposante. Ce serait donc quelque part à l'intérieur que se cache notre fameuse base. Et c'est sur son plateau, à 2200 mètres d'altitude, que nous allons débuter les recherches. Car dans un premier temps, nous allons noter quelques lieux touristiques réputés situés au sommet qui nous serviront de repères essentiels. Nous allons nous orienter plein ouest pour une meilleure compréhension. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ici, ce sont les babélés, en roumain vieilles femmes, nom donné à ces formations rocheuses issues des caprices de l'érosion. À environ 200 mètres à droite, le célèbre sphinx de Bucetji, haute formation rocheuse qui entretient un mythe de par sa forme rappelant celui de Gizeh. À ce sujet, je vous propose une petite remarque en passant. Si vous regardez sur internet, vous trouverez à 98% la photo de son profil gauche, celui qui est le plus suggestif. Les autres faces sont sans grand intérêt. Pour ceux qui soutiennent la thèse d'une sculpture due à une intervention humaine et non à une érosion naturelle hasardeuse, il faut croire que les artistes n'ont pas jugé utile de le représenter fidèlement, quelle que soit son orientation. Bref, reprenons. Avant, il nous faut prendre un peu de recul en est, et nous y sommes. Et à flanc de falaise, dominant la ville de Bustani, se situe l'immense croix des combattants. Elle a été érigée en 1928 en souvenir des soldats roumains morts de la Grande Guerre. Maintenant que nous avons déterminé ces positions, voyons ce que nous avons comme éléments à notre disposition pour avancer dans nos recherches. Sur le net, nous pouvons trouver sur différents sites un résumé écrit de notre histoire. À peu de choses près, toujours le même. Ceux-ci sont agrémentés d'illustrations diverses, de sources inconnues, dont 3 schémas de mise en situation. Je passe sur celui-ci qui semble bien naïf et plus adapté aux enfants. Et étudions celui-ci issu d'un montage photo. En haut à gauche, un joli logo censé être celui du département 0, le service secret roumain dédié aux phénomènes paranormaux impliqués dans notre histoire. Curieux pour un service ultra secret. D'ailleurs, je n'ai pu retrouver ce signe nulle part ailleurs. Nous avons donc là une vue prise depuis la petite ville de Bustani, nichée dans la vallée. Le massif est photographié en s'orientant vers l'ouest, comme j'ai pu le vérifier avec Street View. Nous avons en superposition, comme sur les 3 autres, un schéma de la base avec quelques repères qui vont nous donner des points de départ pour notre recherche. Première constatation surprenante, les roches de Babélé et le Sphinx sont positionnées à droite de la croix, au nord, alors qu'elle devrait être à gauche, au sud. Cette illustration est inexploitable. Vérifions sur l'autre photo similaire à notre disposition. C'est la même orientation. La croix est toujours à gauche et encore plus fort ici, la position des roches est inversée. Bon, supposons que ces erreurs soient dues à une mauvaise manipulation au montage photo et continuons notre travail. Nous relevons une ligne qui nous donne une position en fonction d'un axe en rapport avec les fameuses roches. Allons voir avec l'outil de Google Earth ce que cela peut nous apporter. La mesure de la distance totale entre le milieu des babélés et le sphinx nous indique donc 190 mètres. Définissons ensuite, comme indiqué sur le schéma, une distance de 40 mètres sur cet axe. Problème. En mesurant 40 mètres, nous sommes loin du milieu tel que proposé par le schéma, car nous aurions dû alors trouver 95 mètres. Il y a donc visiblement encore une erreur, cette fois de mesure ou de proportion. Conservons plus logiquement l'axe médian et projetons-le jusqu'au flanc de la montagne et de sa paroi orientée à l'est. Nous pouvons nous rendre compte qu'un accès par ce côté-ci du mont est difficilement concevable. Le
dénivelé de sa base à son arête sommitale affiche 35% de moyenne dans un relief torturé, ce qui n'est pas l'idéal pour acheminer une logistique complexe dans l'apport d'une foreuse à tunnel. La présence de la ville touristique de Busteny au pied de cette face, avec entre autres un télécabine tout proche, annule tout espoir de pouvoir agir en toute discrétion. En résumé, nous ne sommes pas au bon endroit. Ces illustrations sont conçues n'importe comment et ne sont pas fiables. Il nous faut trouver d'autres éléments plus sérieux pour poursuivre nos recherches. C'est ainsi que je me procurais le livre de M. Radu Sinamar, le narrateur de cette aventure, en espérant y trouver des indices plus solides. Et effectivement, nous y retrouvons ce même schéma, avec toujours cette mesure de 40 mètres, mais cette fois sans paysage en arrière-plan pour nous induire sur une mauvaise orientation. Aucun doute possible, il nous faut considérer la face ouest du mont. Donc, positionnons d'ouest en est. La première impression est favorable. Ce versant de la montagne est bien moins escarpé et torturé, et pas d'agglomération à ses pieds. L'accès est un peu plus facile car le dénivelé est cette fois un peu moins abrupt, entre 20 et 25%. L'espoir revient. Recalons nos axes tels que définis précédemment sur ce versant. Puis, mettons en place le dôme de la base en se référant aux données du livre, donc sur l'axe médian et avec 100 mètres de diamètre comme indiqué. Surprise, les bords de la structure viennent en tangente de l'axe des 40 mètres. Cette mesure peut donc être valable dans ce cas et non pour l'axe médian. Il semblerait que l'illustrateur n'ait pas tout compris. Mais continuons notre montage et plaçons cette curieuse galerie en zigzag qui lui est liée. Pour cela, reprenons un peu d'altitude. Nous avons noté sur les illustrations, puis confirmé par le livre, page 37, la présence d'un angle de 26 degrés. Étonnant ce nombre que personne ne semble comprendre. Pourtant, nos ancêtres bâtisseurs du néolithique dans les structures mégalithiques, de l'Antiquité dans les temples, du Moyen-Âge dans les chapelles et églises, l'utilisaient pour leur schéma directeur. Bon, si sa valeur exacte est de 26 degrés 56 contre 26 degrés ici, la différence n'a que peu d'incidence pour la surface qui nous concerne. En tout cas, le fait de sa présence ici, voulue ou fortuite, est surprenante. Quoi qu'il en soit, il va nous être bien utile et pratique pour notre développement. Ce nombre est issu de la géométrie sacrée s'inscrivant dans le principe du bicarré. Il s'agit donc de deux carrés égaux assemblés pour former un rectangle de proportion 1 sur d, dans lequel nous traçons cette diagonale qui va nous donner notre fameux angle. Nous lui associons une autre mesure donnée en page 19, la longueur de cette diagonale, qui est de 280 mètres. Et après un petit calcul, nous obtenons un résultat qui va nous permettre de donner une position et une mesure à cette galerie. Appliquons cela sur place en tenant compte également des éléments donnés page 37. L'ensemble se trouvait sur un plan parallèle avec le sol et à la verticale des roches. Voici donc notre base et sa galerie en position sur ce versant de la montagne. Ces extrémités sont donc distantes de 250 mètres. Il nous reste encore à déterminer la position du tunnel d'accès à la galerie forée par les découvreurs. Nous apprenons en page 10 que celui-ci mesure 60 mètres. Disposons cela sur le terrain. Ainsi, nous pouvons déterminer une zone figurant le départ du forage du tunnel donnant accès à la galerie. Le centre du dôme se trouve donc 360 mètres plus loin, à 80 mètres de profondeur entre les Babélés et le Sphinx.
Ajoutons encore un élément comme décrit page 5, la construction à proximité d'un hangar de 10 mètres de haut creusé dans la roche pour la logistique. Comme vous pouvez le constater, la zone est à découvert et nous avons, comme sur l'autre versant, la présence d'un télécabine tout proche. La question qui se pose est donc comment un tel déploiement de moyens a-t-il pu se faire dans le plus grand secret? Une dernière remarque, nous apprenons page 37 qu'il y a eu antérieurement à celle-ci la découverte d'une autre base similaire en Irak et comme révélé page 49, qu'elles sont reliées par un tunnel. On peut alors se demander pourquoi celui-ci n'a pas été utilisé pour se rendre directement dans la base roumaine, pourtant un moyen d'accès bien plus simple et plus discret. Et nous terminons avec la dernière page du livre où l'auteur nous donne une précision amusante et surprenante. Car en fait, comme je viens de le démontrer, il nous donne finalement toutes les précisions nécessaires à la localisation de cette mystérieuse structure. Bon, je vous laisse à vos réflexions, à vos conclusions, et vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres infos ou des commentaires, n'hésitez pas. Salut à tous!